Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai la chance de recevoir avec moi aujourd'hui une pépite. Vous allez découvrir de qui il s'agit, mais avant d'aller plus loin, je m'appelle France Drion. J'accompagne les porteuses de projets à gagner en clarté et en légitimité pour pouvoir lancer et développer leurs projets. Alors, concernant notre intervenante du jour, rencontré un peu par hasard avec un muffin à peu près en main au bord de la piscine à regarder les autres faire du sport. Je me suis dit, ouh, mais cette nana-là, je vais l'adorer parce qu'elle me ressemble beaucoup, plutôt de celles qui vont profiter de la vie plutôt que celles qui vont faire du sport à en suer. Moi, je suis plus l'observatrice et je me suis dit, elle a l'air sympa cette nana, je vais aller voir un petit peu qui c'est. Et aujourd'hui, j'ai la chance du coup de recevoir avec moi la créatrice de l'atelier du cocon. Tu vas découvrir de quoi il s'agit. J'ai la chance du coup de pouvoir avoir avec moi Caroline. Alors Caro, tu vas me dire, c'est Gilouin, ça se dit comment? Viens un petit peu nous rejoindre, comme ça tu me dis un petit peu ce Et qu'on... coucou France, et merci de m'accueillir ici. Alors oui, c'est un nom que les gens ont du mal à prononcer, donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Et donc ça se prononce Gilouin, effectivement, Caroline Gilouin. Bah, comme ça se lit en fait, mais c'est parce que je me Exactement. suis dit, ah mais je ne l'ai jamais appelé avec son nom. Comme quoi. Alors Caro, aujourd'hui, j'ai eu envie, je t'ai proposé qu'on fasse cette interview pour un sujet assez tabou. Alors, on va peut-être pas commencer par ça parce que j'aimerais bien que tu me partages ton parcours parce que ça va être tout un chemin en fait. Donc, je laisse le suspense, hein. Vous étonnez pas, c'est pas mal, vous allez découvrir pourquoi j'ai eu envie d'interviewer Caro aujourd'hui et pourquoi j'ai eu envie qu'on partage ce sujet tabou qui fait partie du monde de tous les jours. Et pourtant, moi, j'ai eu longtemps l'impression que ça ne voyait ça que dans les films, que ça n'arrivait qu'aux autres. Et, euh, et donc, voilà pourquoi j'ai eu envie que Caro soit là. J'ai fini mon teasing, donc du coup, vous allez devoir faire toute la vidéo pour pouvoir découvrir de quoi Caro va nous parler. Suspense. Avant ça, Caro, raconte-nous un peu comment t'en es arrivé. C'est quoi l'atelier du cocon? Qui tu es? Comment t'en es arrivé à la création de ton entreprise? Est-ce que tu as toujours fait ça? Non, pas du tout. L'atelier du cocon, effectivement, c'est une création qui est assez récente, puisque on va dire officiellement, j'ai immatriculé ma société le 1er décembre 2020. Mais malgré tout, j'ai pas, on va dire, démarré sur les chapeaux de roue parce que la vie m'a ralenti un petit peu et c'est ce qu'on va creuser justement juste après. Et avant ça, j'ai fait donc pas mal de choses. J'ai été commerciale, j'ai été cuisiniste, j'ai travaillé en crèche, j'ai fait un BEP couture, j'ai travaillé dans l'assistante de gestion. Enfin, donc tout un tas de métiers que finalement je regroupe. Quasiment presque tous finalement dans mon métier d'aujourd'hui, où du coup j'ai entamé une reconversion en 2020 pour devenir architecte d'intérieur. Et donc, effectivement, je regroupe un petit peu différents plans de ma vie, différentes expériences, et je me sers de tout ça pour répondre au mieux aux problématiques dans l'habitat de mes clients. Oui, parce que ça, c'est intéressant parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs ou même pas d'entrepreneurs, de personnes qui veulent se lancer, où c'est un petit peu comme si toutes leurs expériences précédentes venaient compléter comme un puzzle où tu avais plein de pièces et où en fait à la base tu vois pas trop le rapport les unes avec les autres et puis à un moment donné ça devient genre un peu une évidence. Et toi c'est un peu ça, tu avais plein de pièces à ton puzzle et puis en fait au fur et à mesure que tu es en train de le créer tu dis ah mais c'est trop bien. Mais c'est exactement ça. Et j'ai rencontré dans mon parcours quasiment à chaque entretien d'embauche des patrons ou des responsables qui me disaient, mais vous êtes hyper instable en fait. Vous avez fait, donc pour par exemple mon parcours scolaire, j'ai fait du général. Je suis très vite allée dans des filières professionnelles alors que on disait de moi que j'avais effectivement des facilités et tout ça. Mais moi, je décrochais un peu de l'école, ça m'intéressait pas trop, le côté théorique, tout ça, être assis toute la journée. L'autorité, j'ai un peu de mal avec ça aussi. Enfin, donc, c'était assez difficile. Et donc, très rapidement, après la troisième, j'ai voulu faire un BEP couture. Mais c'est un peu comme un mec qui dirait je veux devenir garagiste alors qu'il est super doué en maths. Mais quel est le problème? Donc, heureusement, sur ça, j'ai eu le soutien de ma maman qui m'a laissé emprunter cette voie-là. Après, j'ai pas pu faire les grandes écoles, on va dire, ça, c'était assez onéreux et je pouvais pas me permettre ça. Donc, je suis partie dans la vente, j'ai fait un bac pro vente. Ensuite, j'ai fait un BTS assistante
de gestion. J'ai travaillé, puis j'ai voulu changer de région et en regardant un peu les offres d'emploi dans la région marseillaise, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de demandes en fait dans le secteur de la petite enfance. Moi, c'est un secteur qui m'attirait beaucoup. Du coup, j'ai fait un CAP petite enfance rapidement à la maison en 6 mois. Genre la nana qui aimait pas l'école, qui a plein de diplômes, quoi. Et donc, du coup, effectivement, c'est un parcours qui est quand même assez atypique. Et donc, quand on se présente, par exemple, pour un CDD chez un photographe et qu'on a fait que de la vente, de la garde d'enfants, des choses comme ça, c'est assez improbable. Et pourtant, ça a toujours fonctionné parce qu'il y avait toujours si j'allais vers ces choses-là, même si sur le papier, on ne voyait pas vraiment pourquoi, moi, j'avais toujours un truc que je venais chercher. Il y avait soit une expérience humaine, soit une expérience professionnelle, ou en tout cas des choses que j'allais apprendre, un apprentissage qui était toujours cool. Donc, j'ai toujours suivi mes intuitions par rapport à ça. Et par exemple, dans mon dernier emploi avant de créer ma société, je travaillais dans une société en fait qui fabriquait des coussins sur mesure. Et donc en fait au départ, j'ai été recrutée comme couturière parce qu'il fallait une couturière. Et par exemple à ce moment-là, donc je passe l'entretien d'embauche et il me dit bah, je vais te faire un test. Et là en fait j'ai la goutte qui commence à couler sur mon visage parce qu'en fait ça fait plus de 10 ans que j'ai pas touché une machine à coudre. Et donc, je me dis, mais qu'est-ce que va donner le test? Et puis, bon, bah, comme d'hab, comme je sais le faire, je me suis pas démontée et ça a fonctionné. Et au bout de quelques semaines, en fait, de ce CDD qui devait ensuite découler sur un CDI, il s'est assez rapidement rendu compte que je rapporterais plus d'argent avec mon bagou qu'avec mes petites mains qui cousaient. Donc, du coup, ça a enchaîné avec un poste finalement. Donc, c'était une petite société, hein. Malgré qu'elle était assez grande en chiffre d'affaires, c'était une petite société où à l'année, on était 3. En saison, ça pouvait monter à 5, 6. Mais du coup, bah, voilà, j'ai géré un petit peu tout là-dedans, la gestion, les clients, la vente, la couture. Donc, c'était une super expérience. Je travaillais déjà avec des décorateurs, des architectes, tout ça. Et mon patron me répétait assez souvent, de toute façon, t'es pas faite pour avoir un patron et un jour, tu vas me laisser. Et il avait raison. Il avait raison. Malgré tout, c'est quand même lui qui m'a aidé finalement à trouver la solution parce que au départ, donc c'est un projet professionnel que j'avais déjà. C'est un projet dont je lui avais déjà parlé. Mais entre-temps, bah, je me suis séparée du père des enfants. Je bossais pas dans la même ville dans laquelle j'habitais. Donc j'avais des trajets, tout ça. Enfin, le, le changement de vie de maman solo et tout ce que ça impliquait, je me suis dit, j'arriverai jamais à lancer mon activité en même temps en fait que mon boulot. Et le Covid est passé par là. Et en fait, après le premier confinement, si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas à la fin de l'été, il m'a proposé un licenciement économique. Donc moi et mon ego au départ, on a été balayés, on s'est sentis vraiment attaqués. On s'est Inutile. dit, ah, il veut nous faire sortir. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était la meilleure opportunité pour moi pour pouvoir lancer justement ce projet dans les meilleures conditions qui soient, même si ça n'a pas été aussi évident, mais en tout cas, c'était le point de départ. Là, c'est intéressant ton témoignage parce qu'il y a plusieurs choses dont j'ai envie de rebondir. Bon, je prends des notes parce qu'autrement je vais oublier mes deux choses. Vas-y, vas-y, C'est ce que je disais à Caro juste avant, c'est que depuis quelques temps, j'ai une incapacité à faire plusieurs choses en même temps. Alors ça a de grands avantages, j'avoue, en charge mentale par exemple, mais du coup, j'oublie les choses essentielles. La première que j'avais envie de rebondir, et ce sera peut-être la seule dont je me souviendrai, c'est le côté, on parle beaucoup des hypersensibles, des multipotentiels et ainsi de suite. Je pense que on peut dire que tu es dans l'archétype de la multipotentielle avec toutes ces cordes que tu as créées à ton arc et tu choisis en fait finalement la flèche qui va être au bon moment, au bon endroit en fonction des choses qui te font kiffer. J'aime aussi cette notion de saisir l'opportunité, même si ton ego est en train de te dire non mais je suis balayée, attends mais t'as pas compris gars, t'as besoin de moi, c'est pas possible, moi j'ai et puis, tu es face aussi à toutes les insécurités, puisqu'il ne faut pas se leurrer, il y a toutes les insécurités financières qui vont aussi avec. Et à un moment donné, de se dire, OK, oui, mais si la vie m'apporte ça, c'est peut-être qu'il y a une opportunité derrière que je ne vois pas encore. Et tu as oscillé d'un à l'autre, probablement pendant une période, jusqu'à un moment donné où tu te dis, ben, c'est bon, j'y vais. Exactement. Après, ça a été quand même assez rapide. Mais disons-le clairement, j'ai un peu réagi en tête de con.
C'est-à-dire que quand il m'a dit ça, sur le coup, j'ai dit: «Ah ouais, tu veux que je parte? Bah, tu sais quoi? Je finis pas la semaine, je prends mes vacances avant et comme ça, j'aurai bien le temps de réfléchir» et donc effectivement, non, non, sur le coup alors on était aussi dans une période qui était quand même un petit peu tendue. Enfin, lui, il avait la pression du covid, tout ça. Moi, je sentais en fait que j'étais plus trop à ma place. En même temps, c'est une petite structure, donc c'est pas comme dans des grosses boîtes où quand on part, bon, on est remplacé, c'est facile, tout ça. J'étais un peu torturée par tout ça. Puis quelque part, ça me plaisait quand même de travailler là-bas, mais je voyais en fait le temps passer. J'avais déjà passé la trentaine en fait et finalement, c'était un des gros projets que j'avais dans ma vie, enfin qui m'a toujours trotté dans la tête. En fait, j'ai toujours imaginé qu'à un moment donné, j'allais entreprendre. Je savais pas dans quoi, je savais pas pourquoi, mais et en plus, mes patrons me le disaient. Donc je me suis dit, il y a vraiment quand même un truc à faire. Mais effectivement, je savais pas du tout ni comment, ni pourquoi, donc effectivement, je me suis un peu laissée guider par la vie. Et c'est vrai que professionnellement parlant, ça s'est souvent passé comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai cherché du travail, j'ai très souvent croisé une opportunité, mais qui était alignée avec, en tout cas à ce moment-là, et où je me suis dit, bah vas-y, viens, on essaye. Parce que j'entends beaucoup de gens, et tu dois sûrement en connaître aussi, des personnes qui sont plus du tout à leur place, qui sont plus du tout alignées avec la profession qu'ils sont en train de faire, ou en tout cas la manière dont ils font leur profession, et qui aspirent à autre chose, mais pour des raisons souvent uniquement financières, de rester dans leur job. Et c'est ça que j'aime aussi dans ce que tu partages ici, c'est de lâcher cette insécurité pour ben, dire oui à la vie, même si c'est par moments méga inconfortable et que oui, il y a ton côté rebelle à fond qui est là, mais moi j'ai le même aussi, mais je pense que c'est des grandes forces qu'on peut avoir aussi, c'est que ben, nous on sait que ben, quand on tombe, on se relève, point barre. Mais clairement, ça avait un côté flippant, effectivement, parce que bon, il y avait beau avoir un maintien de salaire, c'est le principe du licenciement économique pendant 1 an. 1 an pour lancer une entreprise, c'est rien. Et puis moi, j'avais pas les bases pour lancer mon entreprise. Il fallait d'abord que je me forme. Et en fait, si j'avais su, bon, j'aurais même repris un travail en fait le temps du début de la formation. Enfin bref, c'est des choses que j'ai vues un peu après. Mais clairement, le timing, il était très serré et il m'a pas permis, si tu veux, même dans ces 2 ans, d'avoir vraiment une activité pérenne à la fin. Et donc je reconnais que j'ai aussi la chance d'avoir eu le soutien de ma famille, par moment, tout ça, parce que non, c'est pas simple de se lancer. Après, par contre, je fais partie, de celles, qui ont beaucoup de mal avec «Oui, j'aime pas mon travail, mais je suis obligée, j'ai pas le choix». Alors oui, effectivement, c'est pas simple et je dis pas que c'est facile à faire, mais pour moi, c'est impensable, en fait, de rester et de passer autant de temps que ce qu'on en passe au travail dans quelque chose qui me déplaît, dans quelque chose où je suis pas bien. Donc, même si on fait pas les choses sur un coup de tête et que parfois ça se prépare, que parfois ça prend du temps, je crois que d'avoir cet objectif et d'avoir cette vision de j'entreprends, en tout cas, un premier step pour que ça change, déjà c'est bien et déjà ça fait changer justement ce qu'on ressent. Parce que de s'enfermer dans un truc où on se dit non, j'ai pas le choix, c'est obligatoire. Après, bien sûr, il faut manger, il faut tout ça. Enfin voilà, c'est pas toujours simple. Mais je crois qu'il faut oser, Bah, vraiment. surtout que quand on reste dans le canevas du j'ai pas le choix, il n'y a pas d'ouverture de champ de conscience possible sur autre chose en fait. Et oui. Quand là tu te dis, donc je prends un cas, pas dans un cadre comme celui que tu as vécu de licenciement économique, mais quelqu'un qui a un CDI où il n'y a pas du tout de possibilité d'envisager un licenciement, de pouvoir juste se dire j'aspire à autre chose et tout doucement peaufiner ce à quoi on aspire pour, comme tu dis, avoir la vision d'où on a envie d'aller et se laisser le temps parce que clairement, et je trouve que c'est très chouette que tu le redises, lancer son activité, c'est pas la chose la plus facile. On va avoir l'univers au début, il va te donner des petites aides et ainsi de suite, puis il va tester ta persévérance. Donc du coup, il va falloir s'armer de plein d'outils, mais surtout beaucoup de confiance en soi et en son projet pour bien asseoir un socle suffisamment solide. Et l'ennui, c'est que beaucoup de gens se lancent sans ça. Et donc du coup, bah, au bout d'un an ou deux, ils sont déconfits et ils décident d'arrêter. Exactement, ou même avant, dès les premiers doutes, enfin, il y a plein de choses qui font peur. Après, tout dépend à son échelle et selon son parcours. Mhm. Et pourtant, j'avais beau avoir touché à tout, travaillé essentiellement dans des toutes petites boîtes, donc avoir eu le nez, on va dire, dans l'administratif, dans la gestion, dans tout ça. Malgré que ce soit une petite structure que j'ai aujourd'hui et qui, administrativement parlant, demande pas grand-chose, malgré tout, c'est une certaine pression dans le sens où bah, ça repose sur nous. C'est-à-dire que qu'on fasse les choses bien ou qu'on fasse des conneries, bon, bah, ça te retombe dessus. Voilà, il y a personne, il y a pas de filet de sécurité, il y a pas donc effectivement, ça demande, une certaine énergie, une certaine motivation, mais c'est aussi alors moi, j'aime beaucoup, toutes les expériences, en fait, qui me font grandir et qui me font apprendre. Bon, bah, là, pour le coup, on y est.
Ah, ça, c'est un truc où en fait, on te pousse et tu te jettes de la falaise et tu te dis: «Ah ah ah! Mais non, va falloir C'était quoi ouvrir le qu'on m'avait parachute. dit qu'il fallait que je fasse?» C'est ça, c'est exactement ça. Mmh. C'est un peu comme un accouchement pour les femmes. Pour leur premier accouchement, c'est un peu pareil. Tu as beau avoir été voir la sage-femme, la kiné, ainsi de suite, au moment même, tu as tout oublié. C'est Donc tu as exactement ça. juste, Tant que tu tu sais l'as pas juste que vécu, tu tu sais pas. voilà. Ça apporte beaucoup d'humilité, hein. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Alors raconte-nous un peu parce que tu as eu, toute une période de descente aux enfers. Parce qu'on a parlé du côté, professionnel, mais il y a un côté aussi maman, il y a la femme aussi que tu es. Tu nous disais que durant cette période-là, tu t'es séparée du papa des enfants. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, à ce moment-là? Alors, donc je me suis séparée du papa des enfants avant d'entreprendre, tout ça, on va dire quelques mois, presque une année avant. Et quand je me suis lancée là-dedans, donc, bon, bah, j'étais, une maman, solo, ayant tant bien que mal retrouvé, des repères, complètement différents de ce qu'on avait vécu avant avec mes enfants. Je les avais, à temps plein, enfin quasiment, à part un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Donc c'était, une vraie charge, si je puis dire, un vrai bonheur, certes, mais justement, quand on entreprend, c'est quand même pas simple. Donc, il y avait cette pression financière, un espèce de compte à rebours qui était lancé. Et puis, il y a eu tout un tas d'éléments extérieurs qui sont venus mettre à mal, en fait, l'assurance que je pouvais avoir avec le Covid, avec des grèves, avec des enfants qui, en fait, pendant cette période-là, ne vont pas à l'école quasiment un jour sur deux parce que maîtresse absente, parce que Covid dans la classe, parce que si, parce que grève, parce que et donc en fait, je me suis, retrouvée assez rapidement à, bah, travailler la nuit pour pallier aux journées, où je faisais, du babysitting avec mes propres enfants, hein, où on fait les devoirs, on fait tout ça là, On les où on occupe, teste, voilà, on les occupe, on teste, une nouvelle façon et avec, ce petit, bonhomme qui trotte dans la tête de: «Oh, mais j'ai pas fait ça et j'ai encore tout ça à faire». Et puis bon, bah, tout le monde sait que les nuits sont pas faites pour travailler, en tout cas pas quand on dort pas non plus la journée. Donc assez rapidement, je me suis dit: «Bon, bah, il va falloir trouver un moyen d'être moins fatiguée» et j'ai trouvé ce moyen. Je l'avais déjà plus ou moins dans ma poche, si je puis dire. C'était quelque chose que je connaissais et que j'avais déjà, déjà testé et qui était plutôt fun dans ma vie. Mais avant cela, c'était vraiment dans le cadre, de soirées, de, de festoyer, de ce genre de choses. Et là, bon, on va dire les choses clairement. Donc, il s'agit de la cocaïne. Et en fait, à cette période, beh, j'ai implémenté, on va dire ça, dans ma vie, de tous les jours. Donc de temps en temps, c'était, bah, pour me motiver à bosser sur un dossier parce que j'avais pas dormi, la nuit parce que j'avais bossé sur un autre. De temps en temps, ça allait être pour, pouvoir enchaîner, ouais, 12 heures, de travail et puis en plus, il y avait un côté, inspiration et création qui était plutôt cool. Mais très rapidement, bah, il y a eu le revers de la médaille. Enfin, je le connaissais déjà, hein, parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose que je connaissais depuis l'âge de 18 ans, mais bon, dans d'autres contextes. J'étais pourtant ce qu'on pourrait appeler un public averti, de par mon expérience, mais de par, d'autres expériences de personnes que j'avais autour de moi. Donc je peux pas dire que je me sois laissée surprendre, en fait. Je me suis un peu, abandonnée et trouvé comme excuse que, bah, j'étais fatiguée, que je manquais de temps et puis au départ, c'était vraiment, ouais, quelque part une raison de se dire, «Bah, j'ai le droit de le faire, c'est pas si grave en fait parce que, bah, j'arrive pas trop à faire autrement donc c'est mieux que de rien faire en fait» et j'avais tellement aussi cette peur de pas en faire assez, d'essuyer des reproches de genre: «Bah oui, mais si ton activité elle marche pas aujourd'hui, c'est peut-être que tu travailles pas assez, tu en fais pas assez». J'avais vraiment ce truc-là qui me trottait. J'ai vraiment eu une éducation comme ça où en gros pour réussir, il faut travailler beaucoup. Si tu te tues pas au travail, tu ne réussiras pas. Donc j'avais ces sales croyances, si je puis dire, qui étaient là, qui m'envahissaient et qui, du coup, bah, me faisaient culpabiliser. Alors, en même temps, bah, quand je travaillais, que mes enfants étaient là, je culpabilisais parce que je n'étais pas avec eux. Quand je travaillais pas, je culpabilisais parce que je me disais, bah, je peux pas avancer. Et donc, en fait, c'était un cercle vicieux comme ça, et mental, assez compliqué, sachant qu'à ce moment-là, quand vraiment je commence à plonger, je suis pas dans la ville, dans laquelle j'ai habité pendant plus de 10 ans, donc avec le père de mes enfants, où j'ai, on va dire, toute la vie, du sud que je me suis construit depuis tout ce temps. Je suis dans une autre ville, pas très, très loin, mais où je connais pas grand monde et où je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, en fait, je vais en profiter pour justement
me replier un peu sur moi et faire naître ce projet. Mais du coup, ça a été à double tranchant, c'est-à-dire que je me suis plongée dans ce projet, mais je m'y suis penchée d'une façon nocive en fait. Nocive, je me suis fait mal, j'ai fait mal à ma famille. euh, j'ai j'ai laissé des marques, je le sais. Aujourd'hui, on est dans une phase de reconstruction, de réparation, mais il y a encore du chemin. Il y a encore du Oui, chemin. parce que c'est tout un... C'est la première fois que tu en parles, c'est la première fois que tu oses en parler. Donc merci pour ta confiance. Déjà rien que Avec ça. plaisir. Et merci à toi de m'ouvrir à cet espace pour en discuter. Parce que quand on en a discuté toutes les deux, je me suis dit, waouh, moi j'imaginais pas du tout ça de toi, parce qu'on s'est connu que tu étais encore dedans. Mm. Et, et dans la foulée, j'ai une de mes potes qui me téléphone, qui me dit, faut que je te raconte un truc de fou qui m'est arrivé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va me raconter? Ma pote, elle a une cinquantaine d'années, donc c'est pas comme si c'était, comme tu dis, un public, c'est un public averti. Mm. Elle me dit, je suis tombée amoureuse d'un mec et j'étais avec plein d'hormones et je lui dis oui à tout. J'ai expérimenté des trucs de malade jusqu'à ce que je fasse un bad trip. Je lui dis, mais t'as essayé quoi? Et en fait, elle me dit, mais en fait, j'ai plongé dans la drogue. Elle me dit en mode, ouh, c'est trop cool, j'adore les aventures, j'ai jamais expérimenté ça dans ma vie, il faut que j'essaye une fois. Mais en fait, elle me dit aussi à quel point on peut vite sombrer et à quel point on peut vite créer une forme de dépendance aussi, même pas que à la substance en tant que telle, mais aux effets de la substance dans un premier temps, d'abord, avant même de créer cette dépendance physiologique, je vais dire. Et en fait, quand il m'en avait parlé, je t'avais dit, mais moi j'avais l'impression que je connaissais personne qui vivait ça, que c'était que à la télé, que c'était que, je sais pas moi, je vois les mecs à New York qui sont en train de sniffer leur coke, moi c'est l'archétype quoi. Ça. Je me dis, C'est ah ça, ou putain, les c'est émissions de télé-réalité, oui, ou ce c'est genre de ça. choses. Et en fait, c'est là où le mal, il fait vraiment mal. C'est-à-dire que, alors c'est ce que j'ai souhaité faire. Ça, je l'ai fait de façon volontaire. C'est-à-dire que j'ai berné mon entourage, si je puis dire. C'est-à-dire que ce soit dans mes amis qui me connaissaient et qui connaissaient hein, ce truc-là en soirée, ce machin, même eux, en fait, ne s'imaginaient pas à quoi ressemblait mon quotidien à ce moment-là. Cet été-là, juste avant du coup de prendre la décision de tout arrêter, j'ai passé une grosse partie de l'été chez mes parents où on passait, bon, ils travaillaient, mais je veux dire, on était quotidiennement ensemble. Personne n'a rien vu. Et finalement, c'est une personne qui était entrée récemment dans mon entourage, qui est mon chéri aujourd'hui, qui connaît absolument pas ce milieu puisqu'il n'a jamais bu, jamais fumé, donc c'est vraiment très éloigné de sa vie. Et pour autant, il a décelé en fait des signes assez rapidement et m'a laissé, sans me forcer, sans me demander d'en parler, mais m'a laissé un espace ouvert. Et finalement, c'était avec la personne la moins avertie de mon entourage que j'ai brisé cette glace que j'ai déposé les armes, que j'ai avoué ce qu'il en était. Et pour être clair, en fait, bah, pendant des mois, c'était mon quotidien. C'est-à-dire que bah, pour ceux qui ont une notion, on était à 1 gramme par jour à peu près, quoi. À minima, enfin voilà, on va dire voilà, de façon moyenne et régulière pendant. Moi, clairement, j'ai aucune notion, mais quand ce que j'entends, c'est qu'au final, il y avait cette dépendance qui s'était installée. Et j'aimerais que tu m'expliques un petit peu, pas que tu nous partages, si c'était OK, parce que tu nous as donné aussi toutes les excuses qu'on peut se donner pour se dire oui, mais c'est pas grave. J'imagine que des excuses, il y en a eu encore tout au long du processus Mais aussi, clairement, parce qu'en fait, tu vas d'excuse en excuse, j'imagine. bien sûr, et je vais même te dire à quel point je minimisais les choses, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il m'arrive ça, j'étais une personne. Alors attention, je n'ai jamais fait l'apogée de la drogue et de ce genre de choses, pas du tout. Mais moi, en tout cas, pour ma personne, avec l'expérience que moi j'en avais, pour moi, j'avais presque du mal à dire que c'était une drogue, dans le sens où moi, c'était vraiment un kiff. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai pu partager avec des hommes dans ma vie, avec des potes, en soirée, dans des contextes différents, mais dans tous les cas, c'était toujours du kiff, en fait. Donc ça avait vraiment un côté festif pour moi. Il faut savoir qu'il n'y a pas de dépendance physique non plus et on ne voit pas d'éléphant rose. C'est-à-dire qu'en gros, ça va te booster, ça va moi, en tout cas, dans mon cas, ça a démultiplié ma personnalité. C'est-à-dire que le côté créatif que j'ai en temps normal, il est encore plus. Le côté tchatch, il est encore plus. La folie, tout est plus. Mais je suis toujours moi, en fait. Je j'ai jamais eu genre de blackout, je
on m'a jamais ramené chez moi et que je me souvienne pas. Enfin, j'avais mes propres limites malgré tout. Mais bah, finalement, ce que ça montre, c'est que bah, malgré tout ça, eh ben, on n'est pas à l'abri finalement de ce qui peut se passer. Et donc, effectivement, au début, je, enfin, la descente a été assez rapide quand elle s'est enclenchée, mais au départ, je l'ai fait presque sereinement en me disant, ça va, tu sais ce que c'est, enfin, tu vois, c'est un coup de pouce, c'est un moment. Mais en fait, le Je suis piège, pas dépendante, c'est je suis ça. arrêtée quand je veux. Exactement. Et le piège, c'est que vu que personne ne sait que tu es en train de virer de bord, en fait, et de tomber dans un truc qui devient vraiment indécent, même si déjà l'utiliser en soirée peut être réprimandable. Et voilà, attention, hein, je dis pas que c'est bien à aucun moment Ah oui, là, on n'est clairement pas là ni pour donner un avis, ni pour juger, du ni tout. quoi que ce soit. On est juste en train de partager sur ton expérience à toi et ce que tu connais de ce que toi, tu as vécu toi. Et donc, en fait, c'est pas une dépendance qui est physique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un manque comme ça peut être ne serait-ce qu'avec de l'alcool ou quand vraiment on n'a pas sa dose, on se sent pas bien physiquement. Là, c'est psychologique, c'est-à-dire que c'est un combat avec soi-même. C'est-à-dire que chaque jour, pendant des semaines, des mois, les derniers temps, chaque jour, je me levais en me disant, bon, vas-y, enfin, c'était plutôt le soir, en fait. C'était le soir, quand je voyais qu'il était 5 heures du mat, que 2 heures après, il fallait emmener les enfants à l'école, que j'allais avoir encore une tête comme ça, que machin. Je me disais, bon, c'est bon, c'est quoi, c'était la dernière, demain, j'arrête tout. Mais en fait, le lendemain, c'est toujours plus difficile que la veille, finalement, sans, puisque tu te fatigues toujours plus, puisque t'es... Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est remis au lendemain, incessamment, jusqu'au jour où tu es au bord du précipice, où tu te dis, j'en peux plus, en fait, c'est un cercle infernal. Tu vois tes enfants qui commencent à... Alors oui, bien sûr, j'ai assuré, on va dire, j'ai assuré les besoins vitaux. Ils ont eu à manger, ils ont eu, et je ne crois pas qu'ils soient réellement aperçus de ce qui se passait, heureusement. Mais malgré tout, ils voyaient bien que leur mère, c'était l'ombre d'une mère, que des soirs, je demandais à mon aîné de faire cuire des pâtes parce que clairement, même ça, j'en avais pas la force. Euh, mais j'ai maintenu, on va dire, un espèce de cap de survie où tout le monde avait de quoi manger, tout le monde avait de quoi s'habiller, tout le monde, les apparences, disons, étaient sauvées. Mais à l'intérieur, une fois que la porte était fermée, c'était beaucoup plus compliqué. Comment tu te sentais toi à ce moment-là? Est-ce que tu te Honte. rends compte que tu sombres? Est-ce que consciemment, vraiment, tu te rends compte que tu sombres ou il t'a fallu un électrochoc, ou il t'a fallu une prise de conscience? Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Au départ, je me rends pas compte que je sombre. Au départ, je me dis, putain, si les gens savaient ce que tu faisais, euh, je crois que tu serais jugée d'une façon déjà qui te plairait pas. Et même si je vis pas pour le regard des gens et si j'ai même tendance à m'en fiche, je me suis dit, waouh, c'est quand même. Tu sais, si je prends du recul sur la situation et que je mets une autre personne avec une autre famille, tu vois, et que j'analyse ce qui se passe sans juger, je me dis, ça craint un petit peu dans le sens où il y a des moments, en fait, bah, je sais pas, quand tu prends ta bagnole, que tu as tout ça dans le pif, que t'as pas dormi, que clairement, bah, je me remercie la vie. Il m'est rien arrivé, il n'est rien arrivé à mes enfants, mais ça aurait pu prendre une tournure catastrophique, en fait, clairement, ne serait-ce qu'avec un accident de voiture ou d'autres faits. Mais en vrai, chaque jour, ma vie et en tout cas les incidences que ça pouvait avoir sur ma vie, ça tenait à un fil en fait. Le scénario catastrophe aurait pu arriver à tout moment. Et donc ça, effectivement, pour moi, Tu en avais conscience à ce ouais. moment-là, ou c'est maintenant avec le recul que tu Non, l'observes non, que tu dis j'en oui? avais vraiment conscience et c'est pour ça que chaque jour, je me disais, meuf, faut que tu arrêtes en fait, il faut que ça cesse. Mais ça me demandait une telle force, un tel courage que j'avais pas la sensation d'avoir en fait à ce moment-là. Et puis le fait que personne soit au courant, bah, du coup, personne te dit rien. Donc, quelque part, bah, tant que personne n'est au courant, ça ne te regarde que toi. Bon, et puis ta famille, parce que Et, comme je te le dis, ça avait forcément des conséquences. Mais vu que personne ne sait, t'as pas cette pression de l'extérieur. et quand tu dis que personne n'est au courant, personne ne s'en doute du tout, ou personne n'ose en parler? Je crois vraiment que personne ne s'en doute, dans le sens où les personnes qui me voient en soirée à ce moment-là
Elles sont pas nombreuses à ce moment-là, je suis quand même assez repliée sur moi. Je suis dans une ville que je connais pas trop, j'ai pas énormément de relations, tout ça. La semaine, je travaille quand même beaucoup, donc on me voit pas trop. Le week-end, quand on me voit, bah, ouais, c'est une Caro, qui est contente, qui fait la fête, qui va bien. Alors oui, elle a des poches sous les yeux, mais bon, elle travaille beaucoup, donc ça va avec le truc, quoi. Et puis quelque part, le fait que, bah, ça existe dans le week-end, si tu veux, enfin, il y a pas d'alerte, en fait, de l'entourage. Clairement, il y a personne qui est venu me taper sur l'épaule en me disant: «Tu sûr qu'il y a pas un truc qui cloche?» Non, non, non. Et puis bon, je crois que j'ai toujours été assez douée pour ça, on va pas se mentir, enfin, moi, c'était mon job, quoi. C'était, je fais de la merde, je le sais, j'en suis consciente, mais le but, c'est que vous veniez pas me le dire parce que sinon, là, ça risque d'être, une Vous claque risquez de vous supplémentaire. faire agresser. Et Chérie, en de même vous temps, rentrer dans l'art. Je sais que vous mais aurez raison, mais je vous risque de vous rentrer dans l'art. justement, je me suis toujours posé la question, comment j'aurais réagi si j'avais été démasquée en quelque sorte? Comment je me serais sortie de ce truc-là? Parce que finalement, la seule personne qui m'a démasquée, si je puis dire, ou en tout cas qui m'a menée sur un chemin de vas-y, tu peux déposer ton truc ici, ça a été quelque part le point de départ un petit peu de tout ça. Et puis, c'était la seule personne, je crois, à ce moment-là, hem, qui a enfin, dont le regard, comptait vraiment et où j'avais pas envie de le décevoir. Parce que lui, il connaissait pas le passif par rapport à ça, il connaissait pas tout ça et donc encore plus que d'autres personnes, j'avais vraiment l'impression que j'allais, me salir, en fait, en lui racontant ça, et complètement changer l'image qu'il pouvait avoir de moi. Bon, ça n'a pas été le cas, heureusement. Heu, il a eu une ouverture d'esprit et une compréhension par rapport à ça qui a été assez dingue. Enfin, surtout quand on ne connaît pas. Je pense que pour n'importe qui, quelqu'un qui va passer aux aveux sur ce genre de sujet, si on n'est pas du tout, informé, ça peut vraiment faire peur. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie d'avoir ce moment-là avec toi, parce que je me dis qu'il peut y avoir des femmes, des conjoints, des parents aussi, qui sont très démunis sur comment aborder le sujet, sur c'est quoi, comment on en arrive là, quelles sont les, les, les excuses qu'on peut entendre, qui peuvent revenir aussi de manière redondante. Alors explique-nous un petit peu comment comment ton chéri, il a abordé les choses, pour que tu te sentes parce que il y a quelque chose en tout cas qui émane de toi quand tu parles, de ça, c'est qu'il y a cette notion de: «J'ai pu me déposer». Donc il y a eu un espace de grande sécurité qu'il est venu mettre autour de vous 2 ou en tout cas autour de toi, pour pouvoir justement vivre ça à 2. Est-ce que tu as mis des mots? Est-ce que tu sais nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour peut-être, ben, pour les personnes qui nous suivent et qui peut-être vivent les mêmes choses avec des choses différentes évidemment, pouvoir accompagner, ou s'accompagner soi parce que c'est peut-être qu'il y a une personne qui vit la même chose que toi exactement. Je pense qu'effectivement, c'est important de parler de ça parce que je pense que même si j'ai envie d'y croire que ça fait pas partie du quotidien de tout le monde, malheureusement aujourd'hui, si on s'intéresse vraiment à ce sujet-là, on se rend compte qu'il y a des gens concernés partout, que ce soit pour de la consommation festive, occasionnelle ou plus, ou que ce soit de la prévention pour nos enfants mais effectivement, plutôt que même si c'est quelque chose qui fait peur, plutôt que de faire l'autruche et de dire: «Je veux pas savoir», je crois qu'il y a des choses qui sont quand même importantes, à prendre en compte pour pouvoir, voilà, déceler, peut-être certains signes, quand c'est nécessaire. Moi, pour ma part, en gros alors moi, je suis quelqu'un qui est très transparente, c'est-à-dire que, je mens pas sur les choses et donc je n'ai pas caché mon passif par rapport à ça. Ce que j'ai caché, c'était l'actualité, on va dire. Donc il savait de toute façon que, voilà, que c'était quelque chose que j'avais connu, que je pouvais connaître encore en soirée et finalement, en fait, ce qu'il a fait, c'est me poser un peu des questions, détournées, genre: «Est-ce que je faisais encore des soirées comme ça?» Comment ça se passait avec mes potes, est-ce que je connaissais des gens justement pour qui ça avait mal tourné, tout ça. Hem, un jour, il m'a même parlé d'une personne en fait de son entourage, qui avait eu, besoin d'aide justement pour s'en sortir, tout ça. Et il y a eu quand même au bout d'un moment, surtout quand il m'a parlé de cette personne, où je me suis dit: «Mais pourquoi il me dit tout ça en fait?» Enfin, est-ce qu'il se serait aperçu de quelque chose? Est-ce qu'il aurait des doutes? Est-ce que et finalement, je me suis rendu compte
petit à petit, que c'était sa façon à lui de garder un lien avec ce sujet, d'en parler assez régulièrement, sans pour autant qu'on parle de moi, en fait, nécessairement. Mais pour que ce soit un sujet qui soit pas tabou, qui soit ouvert, et que au moment venu, je puisse me dire, bon, ça va, ok, lui, il connaît pas personnellement, mais on en a déjà parlé, il a une idée de ce que c'est. Euh, et puisque c'est la personne qui, certainement, même le plus aujourd'hui, et ben, si je peux pas lui dire à lui, à qui je vais pouvoir le dire? Donc effectivement, un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai raconté mon quotidien. Je lui ai raconté ce que je vivais dans l'état que j'étais, psychologiquement, dans la détresse que j'étais, dans la peur que j'avais de ne pas pouvoir me sortir de ça. Et en même temps, je lui ai fait part aussi de mes croyances, je crois que le jour où j'aurais vraiment décidé et où je ferai ce premier pas, je crois que j'aurais pas forcément besoin d'autre chose à part de soutien. Euh, et c'est un peu comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que à force, comme plein de soirs, je disais précédemment, à force de me dire demain j'arrête, bon, un jour je l'ai vraiment fait. Et on va pas se mentir, le début, il a été ultra difficile. Le début, il a été pendant 10 jours, la seule chose que je réussissais à faire en termes d'obligation, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'était à faire l'aller-retour à l'école pour mener mes enfants à l'école. Il fallait rien me demander d'autre, Oui, le parce reste de la que journée, je pour ceux dormais. que Pour ce que on peut parler du soutien, vous ne viviez pas ensemble à l'époque. Non. Vous habitiez loin géographiquement l'un et l'autre. Et donc, tout ça, ça se fait par des épisodes. Donc, parce que beaucoup de gens pourraient dire, ah oui, mais moi, je ne me sens pas soutenue, je ne me sens pas capable, moi, je ne saurais pas parce qu'on s'identifie en disant, oui, mais moi, c'est pas pareil. Et de dire, bah non, en fait, au final, tu étais quand même fort seule aussi dans le moment où tu as Alors, décidé de le faire. si on veut poser le contexte, en gros, je vis à Martigues à ce moment-là, donc une petite ville. C'est pas la ville où j'ai vécu ces dernières années, ni là où je suis née. J'ai pas de famille autour. J'ai fait quelques connaissances, mais voilà. Et donc, en gros, je suis isolée dans mon appartement de 50 mètres carrés avec mes gosses, quelques copines à l'occasion quand j'ai envie de sortir boire un verre, des clients, une vie qui est bien remplie, hein, malgré tout. Mais j'ai pas de pilier dans ma vie. J'ai pas de meilleure amie juste à côté. J'ai pas mes parents, j'ai pas ma famille, j'ai même pas des fois de babysitter pour honorer des after-work, des trucs comme ça. Non, franchement, je galère. Je peux compter que sur moi-même. Je suis épuisée et je me dis, mais si je dois relever ce défi-là dans ces conditions-là, est-ce que clairement c'est réalisable? Il y a un moment en fait où je me dis, est-ce que finalement c'est maintenant que je dois essayer? Parce que j'avais vraiment peur de l'échec. Je sais que, enfin, c'est quelque chose de base qui est difficile pour moi, de pas réussir un objectif que je me donne. Et là, en plus, il y avait des objectifs et comment dire, enfin, un but qui était ouf, en fait. C'était un changement de vie, en fait, à la clé. Et je me suis dit, si j'y arrive pas, c'est possible que psychologiquement, je tombe encore plus bas. Et vu comment je me sentais, il était impensable que je tombe plus bas parce que plus bas, pour moi, j'étais plus là, quoi. Donc, j'avais l'interdiction au fond de moi, même si c'était clairement, hein, je vais dire les choses clairement, à ce moment-là, si j'avais pas eu d'enfant, ça aurait été bien plus simple de prendre une autre décision. Mais je pouvais pas abandonner mes enfants. C'était pas ma vision de la vie. Je les ai tellement rêvés qu'à aucun moment je me suis dit que je pourrais faire ça. Et en même temps, j'avais plus de solution. Je savais plus quoi faire pour sortir de ce cercle infernal. À part, ben voilà, me retrousser les manches, prendre mon courage à 2 mains et me dire, on va y arriver. On va y arriver. Et ce que j'entends aussi, c'est dans la manière dont ton chéri il a abordé les choses. Et je pense que c'est. Alors, si je me trompe, tu me coupes. C'est qu'il il n'est à aucun moment arrivé de front vers toi pour te confronter. Il a toujours détourné l'information pour, d'une certaine manière, te faire prendre conscience qu'il a compris qu'il y a quelque chose, mais pas en mode je veux que tu me rendes des comptes ou quoi que ce soit, parce que très souvent, en tant que parent, en tant que conjoint, on a envie d'avoir ce côté je veux que tu me rendes des comptes, je veux avoir les informations. Alors quand on est une nana, si c'est votre chérie, c'est encore pire parce qu'on est des petites souris, on a envie de tout savoir. Non, c'est pas du tout ça. Toi, ce qui a créé cet espace, c'est justement le fait qu'à aucun moment il n'est venu de front, il ne t'a à aucun moment confronté. C'est toi qui es allé vers lui en fait.
C'est ça. Et il a même en fait créé l'inverse. C'est-à-dire que, bon, après, c'est une personne qui connaît beaucoup de choses sur la communication, sur le développement personnel, tout ça, et qui avait très bien vu qu'il y avait une forte partie de moi qui était rebelle. Et en fait, plutôt que de me demander des comptes, en fait, il a fait l'extrême inverse. C'est-à-dire que de façon presque innocente, ou en tout cas, c'est ce que c'était le message, il m'a au contraire rassurée et autorisé même en fait à faillir pendant ce parcours alors, il m'a pas poussé à tomber, à faire une erreur et à replonger, même si des fois c'était fort et que l'envie était là. Mais en gros, il m'a dit, tu sais, le défi que tu te lances, je connais personne qui a réussi à le relever seul. Peut-être que tu devras être accompagné, peut-être que tu vas pas y arriver du premier coup, peut-être que tu vas galérer, peut-être. Il a émis plein d'hypothèses. Mais moi, en fait, ce que j'ai entendu là-dedans, c'est que je me suis dit, mais attends, il déconne ou quoi? Enfin, si même lui, en fait, est en train de me dire, genre, tu vas pas y arriver, qui pourrait penser que je puisse y arriver? Et donc, clairement, ça a activé, je crois, un petit peu. Alors ça, je m'en rends plus compte aujourd'hui que sur le coup, hein. Sur le coup, ça m'a mis un petit truc vénère quand même, où je me suis dit, bon, bah, de toute façon, personne croit en moi, donc ça sert à rien que je me motive en me disant, je vais le faire pour quelqu'un, même si je le savais déjà. Avant tout, je l'ai fait pour moi, ensuite pour mes enfants, parce que je pouvais plus leur imposer ça. Et ensuite, bah, tant mieux si ça avait des répercussions sur le reste. Mais avant tout, le point de départ, c'est vraiment soi. Voilà, j'allais rebondir là-dessus parce que ça, c'est primordial ce que tu as dit, c'est tu l'as fait pour toi. Parce Clairement, que souvent, personne n'aurait pu me donner la motivation nécessaire, je pense, pour le faire que sa propre motivation. mais oui, parce que souvent, j'entends des gens, ne serait-ce que même la cigarette, de gens dire, pas nous dire, j'entends des gens, c'est plus des amis ou autre chose, et où ils se disent, ah, mais je le fais pour. Alors moi, je me souviens à l'époque où j'étais nutritionniste, quand j'ai des hommes qui venaient parce qu'ils venaient de faire un arrêt cardiaque. Et alors, ils le font pour leurs enfants, pour leurs femmes. Et puis, tu vois qu'au bout de 6 mois, en fait, ils ont Bien replongé, sûr. ils boivent toujours autant, ils mangent toujours autant. Parce qu'ils ne le font pas pour eux, en fait. Et là, c'est important ce que tu dis, c'est non, je l'ai fait pour moi, et puis pour mes enfants, et puis pour le reste. Clairement. Et en fait, c'est ce que j'ai dit à mon chéri à ce moment-là, c'est que j'avais en plus une croyance, mais qui était vraiment là, omniprésente, que je sentais, que je voyais tous les jours. Où donc on rappelle, j'ai lancé mon entreprise en même temps que tout ce bazar. Et en fait, chaque jour, je me dis: «Mais meuf, tu n'y arriveras jamais et tu pourras jamais réussir dans ce que tu fais tant que tu ne te sortiras pas de ça». C'est comme si en gros, tant que je faisais ça, même si personne ne le savait, ça faisait qu'en gros, j'étais pas légitime à une certaine réussite. J'étais pas légitime dans mon travail. Je pouvais pas aider les gens dans mon quotidien alors que moi-même, je me pourrissais ma vie, en fait. Et donc, je savais pas si c'était cette croyance qui allait me pousser à sortir de ça ou si c'est ça qui a fait que du coup, j'ai fait exploser. Bref, en tout cas, ça a été un des moteurs aussi où, en fait, c'est un peu comme si tout était imbriqué. En gros, tant que tu auras pas réglé ce problème-là, bah, tu seras jamais bien, quoi. C'était un peu un point de départ, même si ça n'a pas résolu toutes les problématiques de ma vie, hein. Comme tout le monde, j'ai d'autres problèmes aussi et tout n'est pas toujours tout beau, tout rose, même depuis. Mais par contre, j'ai essayé aussi de me féliciter et c'est aussi pour ça que quelque part, je voulais poser ça ici. C'est que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal, en fait, à recevoir les compliments, à recevoir bah, les félicitations, ce genre de choses, pas par genre oui, non, moi, non, c'est vraiment, en fait, j'ai vraiment pas l'impression de les mériter. Et, il y a pas très longtemps, en fait, j'ai découvert le principe de s'offrir des médailles à soi. C'est-à-dire que quand on se dit bah, je l'ai fait pour moi, il y a personne de l'extérieur qui pourra me donner de plus belles médailles que celles que moi je pourrais m'accorder en me retournant et en me disant voilà, regarde, depuis le mois de septembre 2022, c'est quelque chose qui, ouais, c'est quelque chose qui a fait partie de ta vie, mais en tout cas, c'est plus quelque chose qui est dans ta vie. T'as pas failli. Alors attention, je jette pas la pierre. Et je pense que chaque parcours est différent et qu'on peut avoir aussi des moments où bah, on peut avoir une faiblesse, pas pour autant que le parcours est raté ou que on ne réussira pas à atteindre ce but-là. Moi, je parle simplement de mon expérience. J'ai toujours eu l'hésitation finalement d'en parler parce que je veux surtout pas paraître donneuse de leçons ou savoir mieux que les autres parce que je sais que ce que je vais raconter, ça parlera pas forcément à tout le monde, même ceux qui seront passés par là. Parce que clairement, même moi, dans mon entourage, dans les gens que j'ai rencontrés, je connais pas beaucoup de personnes à qui je pourrais associer mon parcours et me dire, bah, tu vois, on a eu à peu près la même expérience par rapport à ça. Je pense que vraiment, voilà, chaque parcours est atypique, mais en tout cas,
Le but, en tout cas, je crois, de ce témoignage d'aujourd'hui, c'est de pouvoir ouvrir, la parole là-dessus. Si ça peut aider certaines personnes, soit à en parler, soit à venir en parler, parce que je suis ouverte aussi à ça, si c'était nécessaire. Mais en tout cas, voilà, je crois que c'est pour déculpabiliser, mais aussi pour informer parce que, on pourrait croire quand on est, éloigné de tout ça que c'est le cas de tout notre entourage, mais détrompez-vous, il peut y avoir, des faces cachées chez chacun d'entre nous et que ce soit dans ce registre-là ou dans d'autres, mais on peut avoir, des révélations assez surprenantes, même pas pour les personnes qui sont les plus proches de nous. Mmh. Oui, puis enfin, que ce soit toi ou mon autre ami, en un laps de temps super court, vous m'avez fait vraiment me rendre compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, Et non, c'est ça. qu'on n'est pas Mmh. à l'abri, parce que comme tu l'as dit, toi, tu étais un public aguerri. Ma pote, moi, c'est mon archétype de la sagesse, ma pote. Alors, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ah, mais ça, c'est pas très sage. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est la nana super sage d'habitude, tu vois. Donc là, je me suis dit, elle a pété un câble. C'est Mais ça qui voilà. est dingue, c'est que des fois, il suffit d'une fois. Alors, je crois pas que ce soit vraiment possible avec cette substance-là, mais avec d'autres, ça peut l'être aussi. C'est-à-dire qu'une fois, ça peut être dramatique, ça peut avoir des conséquences sur une vie. Alors, ça peut paraître un peu rabat-joie et cliché ce que je suis en train de dire, mais clairement, il y a des choses qui sont pas du tout adaptées à certaines façons de penser, à certains états d'esprit. Moi, je sais que oui, je suis curieuse dans beaucoup de domaines et celui-ci a éveillé ma curiosité assez rapidement. Donc, étant plus jeune, j'ai fait des festivals, j'ai fait ce qu'on appelait des teufs à l'époque, des fêtes dans les champs à plein de boue, machin. Donc oui, j'en ai vu passer et j'en ai testé. Mais pour autant, j'ai toujours eu quand même certaines limites et j'ai toujours su qu'il y avait des choses qui n'étaient pas du tout adaptées, à ma façon de fonctionner et je crois que voilà, peu importe les expériences qu'on veut ou qu'on doit faire, il faut quand même s'écouter, s'informer et rester hyper prudent. Moi, je jetterai pas la pierre à ceux qui s'amusent et qui pourraient se dire, «C'est rabat-joie, c'est» non et je crache pas non plus sur ce que j'ai vécu. Franchement, je me suis, régalée, je me suis amusée, mais en fait, le message, c'est ça, c'est que attention, même si on le fait pour s'amuser, ben, un jour ça peut basculer et à ce moment-là, on peut avoir pas mal de regrets et se dire: «Putain, j'ai banalisé un truc qui finalement n'était pas si banal que ça». Oui, et à côté de ça, pour les personnes qui seront plutôt dans une casquette d'aidant, de pouvoir, ou membres de la famille, amis ou quoi que ce soit, Oui. j'aime beaucoup ce que tu as partagé aussi sur cet espace où tu as pu prendre le temps de te déposer jusqu'au jour où toi, tu t'es sentie prête à vivre ce parcours du héros, de l'héroïne même. Sans jeu de mots, en plus, c'est complètement débile, mais en parlant de drogue, bah, voilà. Et mais c'est surtout moi, j'adore aussi cette notion, je me suis autorisée à faillir. Parce que dans nos typologies de tempérament, toi comme moi, on est plutôt des warriors et on ne s'autorise pas l'échec, on s'autorise pas, de pas y arriver. Et l'ennui, c'est que, bah, justement, on se fout tellement de pression que c'est ce qui fait qu'on n'y arrive pas. Ouais, Et là, pour une fois, ouais. il y avait cette notion il y a une ouverture à j'ai le droit de pas être madame parfaite, j'ai le droit de Et flancher. et j'ai hésité aussi beaucoup à témoigner vraiment pendant cette phase, mais je savais pas comment, je savais pas où et je savais pas vraiment de quelle façon. Puis j'ai réfléchi aussi à mon entourage, je savais pas trop, qu'est-ce que ça leur ferait de voir tout ça? Mais je trouvais que c'était un peu «facile» entre guillemets de venir parler de ça après. Aujourd'hui, à cet instant, je sais que voilà, le plus dur, en tout cas, a été fait. Que si, rechute il devait y avoir, je pourrais pas dire, genre, «J'ai pas réussi». Non, clairement aujourd'hui, si je devais rechuter, c'est parce que, limite, je le déciderais. Alors ça peut paraître fou dit comme ça, ce que je sais pas aujourd'hui, j'ai pas de réponse à ça et je sais pas si la réponse est la même pour tout le monde, mais j'ai déjà entendu parler quand on dit, quand on parle de l'alcoolisme, qu'on dit que quelque part, c'est quelque chose qui est à vie, qu'on n'en sera jamais vraiment guéri et que, bah, c'est quelque chose qu'on doit éviter toute sa vie. Clairement aujourd'hui, je j'ai pas cette réponse. Ce que je sais, c'est que dans ma volonté, j'y ai assez goûté. J'ai pas envie de réintégrer ça, même d'une façon festive comme je l'ai connu pendant des années. Pourquoi? Parce que j'ai vu, voilà, les dérives du truc et puis parce qu'aujourd'hui, je sais passer de belles soirées, avoir une belle vie sans ça aussi. Mais par contre, je sais aussi, que par exemple récemment, j'ai replongé mais psychologiquement. C'est-à-dire que je suis pas passée à l'acte. Par contre, j'ai ressenti une envie, un énervement et tout un tas de conditions
qui ont réuni ce qui m'autorisait avant, justement, par exemple, à faire ça. C'est-à-dire que oui, il y avait la fatigue, le surmenage, le tout ça, mais quand il y avait des situations, en fait, où j'en avais vraiment marre, c'était ma façon de dire: «Bah, tu sais quoi? Pour ce soir, je switch, en fait. Je vais profiter de ma soirée, je vais» et ça, effectivement, forcément, ça a aidé à switcher et à oublier. Et en fait, rien que, le fait d'avoir eu cette pensée, d'avoir eu aussi forte pendant plusieurs minutes, bah, rien que ça, en fait, ça m'a fait, tomber dans un état de colère envers moi-même, de déception où je me suis dit: «Bah, en fait, tu es trop nul, quoi». Ça veut dire que à chaque fois que tu vas avoir un problème alors, c'est pas à chaque problème non plus, mais à chaque fois que tu vas te retrouver comme ça dans une situation où tu sais pas gérer, où tu te sens vraiment en difficulté, le premier réflexe, ça va être ça. Et ça, c'est vrai que ça a été hyper difficile. Alors certes, ça a été géré malgré tout parce que j'ai pas flancher, mais juste le fait de me dire: «Putain, ce mécanisme, il est encore là» et ben ça, c'était malgré tout une déception et ça reste quelque chose où je me dis: «Bah, est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va pas rester? Est-ce que» donc je considère pas, que le parcours soit terminé, en fait. Et c'est aussi pour ça que je voulais parler de ça, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui sont dans la même situation, ou qui voudraient entamer le même chemin ou qui se posent des questions, en tout cas, voilà, la seule chose que je peux apporter, c'est mon témoignage et en tout cas mon expérience, partagée sur ces choses-là. Je donnerai jamais de conseils ou de leçons pour en arriver là parce que je pense que c'est vraiment propre à chacun et je crois pas avoir la légitimité d'accompagner qui que ce soit là-dedans. Mais par contre, effectivement, je peux déjà partager en tout cas ce que moi j'ai vécu. Mmh. Bah, merci Caro d'avoir osé partager avec toute cette humilité, cette sagesse, ce recul aussi que tu commences à avoir et pour lequel tu es encore dedans, Oui. parce que c'est un sujet qui est sensible, qui est tout nouveau, avec lequel tu oses partager. Puis comme tu dis, tu n'es pas spécialement là dans une idée d'accompagnement ou quoi que ce soit, tu as juste envie de pouvoir autoriser. Alors il y a deux pôles dans cette interview, à la fois autoriser la personne qui pourrait se reconnaître d'une manière ou d'une autre dans ce que tu vis à pouvoir s'extraire de cette réalité et de pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Et à la fois des personnes qui sont plutôt comme moi, qui découvrent et qui se disent ben, ça pourrait on pourrait être ton chéri, on pourrait être la personne qui peut justement t'aider à créer cet espace pour se déposer. Et c'est bah, voilà, par les petits conseils qu'on a pu partager sur comment créer cet espace de sécurité où la personne peut se déposer, parce que bah, c'est un chemin qui lui appartient d'office, qui t'appartenait. Ton chéri avait aucun pouvoir dessus, mais par contre, il a semé ses petits cailloux comme il a pu pour pouvoir t'aider, te soutenir même à distance, t'autoriser à faillir, t'autoriser à pas être parfaite, euh, t'autoriser à être, t'autoriser aussi à devenir progressivement la femme que tu as toujours eu envie d'être aussi. Ouais. Et puis alors, il faut quand même, parce que moi j'aime bien les happy endings, hein, même si ton happy ending, elle n'est pas encore ending et elle n'est pas du tout parfaite, c'est que depuis, vous avez emménagé ensemble, tu n'habites plus du tout dans la région dans laquelle tu es, tu as pu remettre davantage quand tu parlais sur ta croyance que tu ne peux pas développer ton business si tu étais toujours dans les addictions, ben, ton business est en train de se développer différemment. Il y a plein de choses qui se sont euh, illuminées, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot. C'est tout à fait ça. Alors après, je suis quelqu'un qui, trouve que ça va jamais assez vite, que c'est jamais assez rapide. Mais, clairement, si je suis un peu objective et et que je veux reconnaître quand même les choses, c'est qu'effectivement, ne serait-ce que d'un point de vue, business, il y a eu plein de petites choses qui se sont déclenchées assez rapidement. Aujourd'hui, clairement, on est, sur une évolution qui est complètement différente, d'il y a, 1 an et demi. Donc, ça, c'est super cool. Et effectivement, ça a permis, bah, de mettre en place, des projets de vie commune. Donc, ouais, ça fait, 2 mois et demi, qu'on habite ensemble, qu'il vit avec mes enfants aussi, que je lui ai fait, changer son quotidien. Donc ouais, ouais, non, les choses suivent leur cours, et de façon, très positive. Après, moi, je suis encore, très dure avec moi-même. J'apprends, chaque jour à être un peu plus douce, mais j'ai encore beaucoup de culpabilité sur, beaucoup de choses. Bon, ça va pas
externe qui fait partie de moi sur tous les aspects. Mais celui-ci, enfin, ne serait-ce que par rapport à mes enfants, par exemple, j'ai encore beaucoup de culpabilité sur cette période parce que même si j'ai fait en sorte qu'ils ressentent le moins possible tout ça, ça a forcément eu un impact. Et même si pour eux, c'est essentiellement lié au travail, ils ont eu une mère qui était là sans être là à ce moment-là et ils ont manqué en fait de cette maman-là. Donc, si un jour ils regardent ces témoignages, en tout cas, je voudrais leur dire que je suis désolée de tout ça, mais qu'en tout cas, je crois que ça a été une belle leçon et une belle épreuve quelque part pour nous trois et que je les remercie pour tout leur amour qui est inconditionnel et un peu plus grand chaque jour et que la vie reste à venir. Merci beaucoup en tout cas, Caro, pour ce moment que tu nous as créé pour partager Merci ton à toi. expérience, ton vécu, tes difficultés et, ce que tu es en train de faire davantage pour le moment, en nous expliquant aussi que c'est pas parce qu'on a l'impression que c'est sorti, que c'est derrière nous, que ça l'est réellement. Tu nous as expliqué aussi la détresse dans laquelle tu pouvais être et la colère dans laquelle tu as pu te mettre juste parce que tu revivais les mêmes sensations, les mêmes émotions sur quelques secondes, mais où tu as senti que c'était pas totalement encore gagné. Et, et donc, ben merci pour toute cette authenticité. Avec plaisir. Et merci à toi de me donner cet espace parce qu'encore une fois, je crois que, enfin, en tout cas, j'ai déjà entendu des témoignages comme ça, mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Souvent, c'est aussi des personnalités. On croit toujours que pour eux, c'est plus simple parce qu'ils sont plus accompagnés, parce qu'ils sont plus. Et je me suis dit que peut-être de voir quelqu'un comme tout le monde, sans particularité particulière, enfin voilà, sans posture en tout cas particulière, pouvait aussi rencontrer ce genre de choses. Euh, c'est pas grave en soi, c'est ce qu'on va faire de ça qui peut finalement devenir beau. J'aurais jamais cru dans les pires moments de cette période me dire qu'un jour peut-être ça me servirait ou que ça servirait même à d'autres personnes. Si c'est le cas, tant mieux. Si ça informe, tant mieux. Si peu importe. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir invité. Et, et vraiment, c'est chouette. Et si toutefois ça peut aider quelqu'un, le pari sera gagné. N'hésitez pas du coup, si ça vous intéresse, à regarder aussi d'autres vidéos d'autres entrepreneurs qui nous racontent leur up, leur down, comment ils ont commencé à entreprendre, ce que c'est, quels ont été leurs apprentissages, qui sont tous différents, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a autant d'entrepreneurs que de façons d'entreprendre, que d'histoires, que de croyances, que. Donc voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Et toi aussi, je te fais des gros bisous, Caro. Ciao, À toi, ciao! France. À bientôt.